Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. C'est un podcast qui ouvre aujourd'hui sa rubrique Kaya avec comme invité Pierre Léonard que j'ai rencontré au Salon Haut à Namur il y a 2 ans. À peu près, oui, 18 mois. Alors Pierre, la première question va être de te présenter en quelques mots. Ça c'est très important. Dis-nous un peu, qui es-tu ? Alors, le titre du métier, c'est facilitateur en économie circulaire. C'est un peu ronflant, ça veut juste dire que je vais dans les entreprises, dans les organisations, pour les aider à trouver par elles-mêmes, grâce à des outils d'intelligence collective, les façons les plus fluides et les plus efficaces d'adopter ou d'approfondir les pratiques de l'économie circulaire. On va te dire aussi pour quelle société tu es ici, qui tu représentes. La société, c'est Little Green Dots, qui en fait est plutôt une enseigne qu'une société, puisque en réalité, je suis consultant indépendant. Ce qui m'intéresse ici, c'est en quoi elle se différencie des autres entreprises offrant le même service en fait. Je vais refaire un peu l'historique en 2-3 mots. On a commencé il y a environ 8 ans avec du zéro déchet. Et puis petit à petit, je suis monté en compétences, j'ai suivi diverses formations qui ont débordé d'abord sur l'économie circulaire et puis sur tout ce qui est ESG. Donc environnement, social, gouvernance. Ça c'est bien de le rappeler parce que parfois les gens se disent tiens on parlait des RSE, maintenant on parle de ESG. Pardon pour l'interruption mais chapeau de l'avoir rappelé. Il y a une petite confusion, RSE c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Exact. Donc on est plus dans le S de ESG, voilà. Mais ça se recouvre finalement assez souvent. Au niveau de la différenciation, et en fait c'est plus dans ce qu'on me demande de faire que dans ce que je fais, dans la mesure où je fais beaucoup de formations de type court, d'une demi-journée, de sensibilisation, notamment sous la forme d'ateliers comme des formats de fresques du climat, mais pas que. Ça, on peut y revenir un petit peu plus tard, je pense, dans l'interview. Si on devait te demander de présenter la raison d'être de l'éco-entreprise en question, comment tu le présenterais ? À la base, c'est un besoin, mais qui est né chez moi, par rapport au fait qu'on est dans une situation, dans une crise, dans une multicrise environnementale. On parle beaucoup du climat, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres aussi, et c'est ce besoin d'y répondre qui est né il y a une dizaine d'années, après que je sois retourné voir un glacier où je m'étais rendu dans les années 1980, et je me suis rendu compte que le glacier n'était plus là. Donc ça m'a fait un gros choc, et puis à partir de là, il y a une prise de conscience qui s'est opérée, et voilà, me voilà devant vous aujourd'hui. Ce que tu faisais avant d'en arriver à cette étape, c'était quoi ton métier à la base ? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer ? À la base, j'ai une formation de traducteur, langue germanique, et donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à traduire des textes dont je n'entendais plus jamais parler. C'est une page qu'on a fini par tourner pour un métier qui finalement m'apporte beaucoup plus à moi et dans lequel j'ai l'impression d'être aussi plus utile. Est-ce qu'on peut dire que tu as atteint un bien-être en faisant cette transition ? Un bien-être, alors c'est beaucoup dire parce qu'il y a toujours quand même une éco-anxiété qui est là. Oui, mais il y a une recherche de sens et il y a une réponse au sens alors aussi. Au niveau, voilà, c'est ça. Au niveau de la recherche de sens, là, j'ai trouvé un travail qui répond vraiment à mes valeurs profondes. Mais comme je disais, plus j'en apprends, plus je me rends compte qu'on est sur une pente très glissante et qu'on continue à la savonner. Au niveau de la gouvernance des entreprises, tu sais que les modèles changent. Est-ce qu'il y a une pratique dont tu es particulièrement fier ? Je ne sais pas s'il faut parler de fierté, mais par contre, je suis content d'avoir aussi un métier qui oblige à ne pas faire du surplace. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, il y a des législations qui évoluent, il y a des pratiques qui évoluent. Voilà, ici par exemple, on a toute une série de législations européennes qui sont arrivées. Obligation de rendre des comptes sur le plan non financier pour les grandes entreprises, bientôt directive sur l'économie circulaire, etc. Donc ça c'est très intéressant parce que justement ça oblige à mettre ses compétences, ses connaissances à jour en permanence et à rester au fil de l'eau pour ne pas se laisser dépasser. Tu es intervenu au sein de la coalition Kaya. Tu as joué un rôle par rapport au plaidoyer ou tu as pris position par rapport à tout ça ? Non, j'ai pas encore travaillé énormément avec Kaya. Par contre, à la marge de ça, je fais partie d'un petit groupe. On se nomme les fresqueurs et donc ce sont des personnes qui donnent des fresques, ces fameux ateliers, et notamment fresques du climat. Et on a créé avec une douzaine de personnes un groupe qui s'appelle Fresquons les décideurs, qui est actif depuis un peu plus d'1 an. Et le but était d'aller
sensibiliser les instances politiques, donc au niveau des instituts d'études, mais en fait ça allait des instituts d'études aux conseils communaux, justement sensibiliser les élus, les responsables et décideurs politiques à la nécessité de prendre en compte le changement climatique dans leur politique par rapport aux élections qui arrivent. Ça veut dire aussi que c'est une des raisons qui t'a poussé à rejoindre Gaïa? Parce que j'y vois un match parfait, puisque Gaïa, comme tu le sais, est une coalition qui joue beaucoup sur le plaidoyer et la sensibilisation du politique. Tout à fait, et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a attiré dans le travail de Gaïa, c'est le plaidoyer. Parce que, il y a d'autres organisations qui font d'autres choses. On a les organisations d'activistes comme Extinction Rébellion, qui ont une approche tout à fait différente, qui est nécessaire aussi. Mais ici, on va directement chercher le niveau des décisionnaires, un peu comme ce que font les shifters, par ailleurs, avec les propositions de loi, les études qu'ils élaborent pour décarboner l'économie. J'ai vraiment été attiré par cet aspect-là du travail de Gaïa. Parenthèse aussi par rapport à ça, quand tu me cites d'autres organisations, d'autres mouvements, vous voyez vraiment la complémentarité de chacun, quelle que soit sa différenciation dans son approche. On est complémentaires, définitivement, D'accord. Parce que ça permet justement d'aller travailler à tous les niveaux, depuis la rue jusqu'aux instances parlementaires. On couvre tout le spectre des publics possibles, à nous tous. S'il y avait un changement à faire dans un avenir proche, pour que ton entreprise ne soit plus considérée comme une alternative, mais bien plutôt une normalité dans ce système, est-ce que tu as des mesures que tu proposerais? Il y en a une, je pense que... Tu peux en dire plusieurs, hein? Il y en a une en particulier, parce que je me rends compte au jour le jour qu'il y a encore énormément de travail à faire au niveau de la sensibilisation. C'est clair. On reste quand même encore dans un entre-soi, on dit bobo écolo, c'est caricatural, mais c'est vrai que le seul moyen finalement de toucher toutes les couches de population, c'est d'aller travailler en entreprise, d'aller sensibiliser en entreprise. Et donc il y en a déjà pas mal qui s'y sont mises, mais pour certaines le prix reste un point bloquant. Et donc si j'avais une mesure plutôt politique à recommander au niveau par exemple de la région de Bruxelles-Capitale, ce serait mettre en place une prime spécifique pour l'information aux questions environnementales. Ça, c'est quelque chose qui manque encore à mon avis. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parles de écolo-bobo. C'est un cliché qu'on me répète souvent en micro et qui a, moi, le don de m'énerver énormément. Je vais t'expliquer pourquoi. On peut faire 3 fils. Il y a ceux qui observent et qui ne font rien. Il y a ceux qui critiquent. Et puis, il y a ceux qui se bougent. Et c'est souvent ceux qui ne font rien qui passent très vite dans la « je critique et je mets une étiquette ». Mais il ferait peut-être mieux de se questionner sur qu'est-ce qu'ils font eux pour améliorer. Parce que critiquer, c'est facile quand on fait rien ou qu'on observe. Maintenant, il faut peut-être prendre son courage à 2 mains et intervenir et peut-être commencer par arrêter ces étiquettes. Parce que maintenant, à la mode, c'est dès que tu te dissocies par rapport à un groupe, hop, t'es complotiste, hop, t'es écolo-bobo. C'est une fuite. Moi, j'appelle ça une fuite de ses responsabilités. Et j'invite à cette réflexion. C'est mon point de vue, c'est personnel. Je n'implique pas ici Gaïa dans ce que je dis. Mais voilà, j'aimerais partager ça avec toi. Puisqu'on continue, puisqu'on est dans le chapitre politique, en plein dedans, quels sont les principaux freins que vous rencontrez finalement? C'est quoi la pierre d'achoppement auquel tu te dis, mais allez, encore une fois, il faut se battre contre ça? C'est souvent, mais dans une autre vie, j'ai aussi été patron de PME, donc c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Ce qui se passe, c'est que souvent, les responsables, tout simplement, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils sont pris par le quotidien, par la gestion du personnel, par le fait qu'il faut faire tourner la boutique, tout simplement. La tête dans le guidon, comme on Un peu dit. la tête dans le guidon, Ouais. et c'est compliqué d'arriver à sensibiliser des PME pour cette raison-là. Il y a des Sauf- enjeux financiers aussi. Il y a des enjeux qui sont financiers aussi, effectivement, mais même dans des grosses PME, il y a encore ce déclic qui ne se fait pas, et je pense que c'est par manque de temps pour se sensibiliser. On en revient encore une fois à ça. C'est vrai que ça, c'est le temps ne s'achète pas et le temps ne se récupère pas. Et ça, c'est valable en tant que privé comme en entreprise. C'est une réflexion pertinente. Ça, c'est un obstacle, alors même qu'il faut vraiment très très peu de temps pour se rendre compte des avantages que, par exemple, l'économie circulaire peut apporter à une entreprise, même à une PME, même à une entreprise de service. Et ce même qu'on lui dit dégager peut-être du pas temps. assez. Et même finalement, en se réorganisant, pourquoi pas se dégager du temps. Et ça peut passer par des nouveaux canaux de distribution, des économies d'énergie, des économies au niveau des déplacements, etc. Enfin, je ne vais pas faire tout le tableau maintenant, mais c'est dommage vraiment qu'on ait ce point d'achoppement-là qui empêche ces entreprises de pouvoir s'y mettre. Moi, je ferai référence à une simple réflexion à nouveau, c'est que quand j'observe et que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs à mon micro pour d'autres sujets podcast sur les ressources humaines ou l'entrepreneuriat, je constate que les feedbacks que je reçois off micro ou en ligne au micro avec les gens avec qui j'échange, c'est souvent, quand on a la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps de se poser, on réfléchit pas et on fait souvent les mauvais choix, les mauvaises décisions. Et en fait, c'est une politique, la tête dans le guidon, qui fonctionne à court terme, mais sur le long terme, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Et ici, dans le cas présent, je rappelle que avoir une politique à court terme,
c'est pas intelligent. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir en effet boomerang. Il faudra assumer aussi l'impact financier sur vos entreprises, petites PME ou grandes, ce qu'auront ces changements auxquels on va faire face. Et il faut arrêter de se voiler la face, ça va arriver. Tout à fait. Si on prend l'exemple du reporting non financier qu'on évoquait tout à l'heure, on y est. C'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe ou qui n'en ont pas entendu parler ou qui se disent on verra. Mais voilà, c'est ceux qui se préparent dès maintenant finalement qui seront les moins coincés et qui pourront faire le meilleur boulot à la fin quand ça deviendra obligatoire. J'apprécie beaucoup que tu fasses cette remarque, elles sont super importantes. Maintenant, j'ai envie de te demander, allez, soyons un peu utopistes. T'aurais une baguette magique, tu aurais un super pouvoir, tu ferais quoi là tout de suite? On a vraiment l'embarras du choix, mais je peux donner un exemple d'une chose qu'on fait justement. À la fin de certains ateliers de sensibilisation, on fait un exercice de visualisation. On demande aux participants de fermer les yeux et on leur dit voilà, on est en 2050, la crise climatique est résolue, on a réussi à respecter les accords de Paris, tout va bien. Imaginez que vous vous promenez dans la rue, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Et on les invite à détailler ce qu'ils voient. Et ça, c'est intéressant parce que on les projette dans un avenir qui est désirable. Et si j'avais une baguette magique, peut-être que ce serait ça que je ferais. C'est faire en sorte que tous les récits qu'on entend sur le changement climatique nous parlent, ou la crise environnementale nous parlent, ou nous rendent la possibilité d'un avenir désirable. Moi, je me suis posé la question quand je suis devenu papa. Ça a fait le lien chez moi, c'est pas ça qui fait le lien chez tout le monde, mais je partage ça. Je me suis posé la question pourquoi j'ai pas agi plus tôt et je me rendais compte qu'en fait on est face à une montagne parce qu'il y a trop de communication négative et on abaisse les bras, on se sent impuissant. On a l'effet de l'iceberg, tu vois, auquel on est tout petit minuscule face à cet iceberg, sachant qu'il y a encore le double ou le triple en dessous. Et en fait, c'est pour ça que Midoricast est né. C'est pour mettre des gens comme vous à l'honneur, pour montrer, ben voilà, il y a des gens qui sont inspirants et ça peut stimuler plus que freiner. Est-ce que c'est un point qui, toi, te parle? Qu'est-ce que tu souhaiterais dans un avenir proche pour toi, finalement? Pour moi, continuer ce que je fais. Maintenant, j'ai aussi des enfants. Et c'est vrai que pour eux, ce que je souhaite, évidemment, c'est que... Alors, il y a une chose que j'ai pas dite là tout de suite, mais que j'aurais dû ajouter, c'est que les solutions existent. Les technologies existent, spécifiquement pour le changement climatique. On a les moyens de le combattre. Et ça passe par des choses qui existent. Je peux renvoyer à un site qui s'appelle Drawdown, DRAWDOWN, qui les énumère. Et c'est pas toujours des solutions high-tech, c'est pas toujours des usines de captation de carbone, etc. Et donc, moi, ce que je souhaite, finalement, pour mes enfants et pour les générations qui viennent, c'est qu'on commence à implémenter ces solutions-là, parce qu'on a encore le temps de réagir, on a encore le temps de limiter la casse. Plus vite on prendra le taureau par les cornes, finalement, moins il y aura de dégâts, et plus on pourra continuer à vivre sur une planète qui est habitable et accueillante. Comment tu te sens en tant qu'écopreneur, membre de Kaya maintenant? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Moins seul? Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est très, très chouette de voir qu'on fait partie d'un tout qui est plus grand que soi, qu'on fait partie d'un mouvement de fond, qu'on fait partie d'un mouvement qui bosse, qui est efficace, qui atteint des résultats. Et le fait de faire partie de ce mouvement-là, c'est effectivement, t'as mis le doigt dessus, c'est assez réconfortant. Je vais encore faire une remarque par rapport à ce que tu disais juste avant. Il y a des solutions qui existent, mais ce qu'il faudrait aussi faire, c'est peut-être arrêter de dire la solution qui est une amélioration, qui n'est peut-être pas la bonne tout de suite. Je pense notamment à l'exemple de voiture électrique. C'est un exemple fort discutable et qui déclenche beaucoup de débats actuellement. On nous a présenté ça comme une solution. Ce n'en est pas une, c'est une légère amélioration et finalement on se rend compte qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé, on a peut-être été trop vite. C'est un débat que je ne vais pas lancer ici. Mais si on met d'office dans la critique et à l'écart toute initiative d'amélioration, c'est pas comme ça qu'on va avancer non plus. À un moment donné, il faut être un peu ouvert d'esprit, essayer, on peut se casser la gueule, on rebondit, on tire les leçons, on recommence. Et c'est comme ça finalement que l'évolution de l'espèce humaine s'est toujours faite. Qu'est-ce que Kaya peut faire d'autre pour toi, pour ton entreprise? Ils sont déjà vraiment au top de ce qu'il y a moyen de faire et ils sont partout. Kaya ne se borne pas à Bruxelles, il y a des événements qui se font en Wallonie. Et il y a des néerlandophones chez Kaya, on va le signaler aussi, c'est important. Oui, voilà. Même dans des endroits en Wallonie, a priori auxquels on ne pense pas pour des manifestations comme ça. Mais donc, non, je crois que Kaya est très bien, très efficace. Éventuellement, peut-être essayer de continuer à recruter un maximum de membres pour, je vais pas dire faire tache d'huile, pour... Non, mais c'est mon message plutôt pour aussi. Faire boule de neige. Je te rejoins, c'est mon message aussi. Et je pense qu'ils sont bien occupés à y contribuer et j'espère y contribuer avec mes podcasts à stimuler d'autres qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, écopreneurs, à rejoindre l'ensemble. Aurais-tu un conseil pour un autre écopreneur ou une autre écopreneuse? C'est maintenant, faut foncer. Même sensibiliser une personne sur une semaine, c'est bien. Même faire avancer les choses, que ce soit en organisant un ramassage de déchets, que ce soit en défilant avec une pancarte. Je pense que tout, voilà, au stade où on en est, tout est bon à prendre.
je voulais dire aussi que... C'est la technique du colibri. Voilà, c'est la technique du colibri. Et puis, à la fin, le colibri, bon, il y a 2 versions. Il y a la version où il meurt épuisé parce que les autres n'ont pas bougé, mais moi, je crois plutôt dans l'autre version. Tous les autres se disent, on va donner un coup de main, et finalement, tous ensemble, ils éteignent l'incendie. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous invite à rejoindre la masse en mouvement de colibri que nous essayons de créer avec Kaya. Et bien entendu, devenez membre. C'est une première action qui est facile à faire et qui peut stimuler la démarche plaidoyer de l'association. Je suis heureux de t'avoir reçu à mon micro. Je suis heureux de sentir ta passion, ta motivation et ton envie de changer le monde finalement pour nos générations futures. Et je crois que ça, on dit chapeau, monsieur, chapeau bas. Et je te retrouve à mon micro quand tu le souhaites. Les auditeurs et auditrices peuvent te laisser un message vocal. Il y aura un lien dans le texte du podcast. Ils cliquent, ils s'enregistrent, ils t'envoient le message avec leur mail. Et s'ils me disent « je suis d'accord de partager ça sur les réseaux sociaux », eh bien je mettrai, quand je poste le podcast en commentaire sur les réseaux sociaux, le lien vers leur intervention. Tu pourras les écouter et répondre de la même manière. Ça risque d'être très fun, même si pour l'instant c'est un peu frileux. Les gens n'osent pas trop se lancer dans la parole au micro. Mais n'ayez pas peur, on ne mange personne. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.